Est-ce qu'on ferait pas un Grand Prix sur 2 tours à chaque fois? Non, mais parce qu'on peut squeezer toute la première partie. Pourtant, elle était quand même assez intéressante, cette première partie de course. Donc bon, on a eu un beau Grand Prix d'Azerbaïdjan, encore une fois, même si ça s'est joué quand même sur les 5 derniers tours, grosso modo. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2021. C'est parti. Forcément, on va commencer par la première réaction et ce podium qui est tout simplement incroyable. Regardez-moi ces 3 hommes, ils sont heureux, on est heureux avec eux, plein de fraîcheur, ça fait du bien. Et en plus, c'est mérité pour ces 3 pilotes, mais de très très loin. Aussi, beaucoup de pilotes sont venus les voir, ces pilotes. Et bah oui, on a eu du Leclerc, on a du Alonso, on a eu même du Mick Schumacher qui est venu féliciter Vettel. Bref, il y avait une bonne ambiance, ça fait vraiment super plaisir. On sent que ce podium, finalement, il est amplement mérité. Alors forcément, eh bien, on va s'attarder un petit peu dessus. C'est presque 3 réactions en une seule parce que vous comprenez que je suis obligé de faire un Fast 5 et pas un Fast 40, sinon c'est parti. Bon, bref, excusez-moi, on avance. On va commencer par le 3e. Oui, Pierre Gasly, 3e podium en 3 saisons. C'est quand même pas mal. Et puis voilà, il a fait toutes les marches, ça y est. Pierre Gasly qui avait une très bonne voiture pendant tout le week-end. Une Alpha Tauri performante. La bataille avec Charles Leclerc sur le 2e départ, c'était du caviar, on va pas se le cacher. Du respect entre les deux. Bref, on croirait qu'ils étaient toujours en karting. Les hommes sont devenus grands, les machines aussi. Les jouets sont devenus aussi un petit peu plus gros, on va pas se le cacher. Et ça, c'est pour notre plus grand bonheur, donc tout va bien. Le deuxième pilote dont on va parler forcément, c'est Sébastien Vettel. Là aussi, gros bonheur, driver of the day une fois de plus. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu les on-board de Sébastien Vettel, justement, avec son Aston Martin, et il faut le dire, elle est super saine. À Bakou, c'était incroyable. En on-board, pas besoin de faire beaucoup de corrections, ça se voit qu'il est confiant, qu'il peut s'amuser, maîtriser la voiture dans toutes les circonstances, et surtout la stratégie. La stratégie, Aston Martin en total masterclass. Que ce soit avec Vettel ou avec Stroll, ça partait au carton. Bon alors, reprenons un peu notre sérieux, partir avec les hards pour Stroll, c'était vraiment parfait, et Vettel pouvait pousser son relais beaucoup plus loin, bref, ça a fonctionné du tonnerre. Encore une fois, l'undercut n'a pas fonctionné sur ce Grand Prix, c'était bien l'overcut qui était le bon pari, c'était le gros point faible de l'année dernière, en tout cas chez Racing Point. Maintenant Aston Martin, la stratégie c'était le gros point faible, et là pour le coup c'est un petit peu une course exemple, un peu comme à Monaco aussi, course exemple pour se dire ok les gars, maintenant on sait faire des stratégies, donc on peut aller plus loin. Va falloir confirmer quoi qu'il arrive au Grand Prix de France et au Castellet parce que Monaco et Bakou ça reste quand même des circuits un petit peu atypiques, donc forcément eh bien on pourra tirer une bonne fois pour toutes un joli trait pour se dire où est-ce qu'on en est au niveau des Aston Martin justement. Bref, parlons de Sergio Lito. Eh oui, Sergio Lito il a régalé, gros départ, remontada avec la meilleure voiture du week-end, hein, c'est incontestable, et il a gardé Hamilton derrière. Il profite d'un certain Max Verstappen qui était hors course, j'allais dire en course, non, hors course justement, pour s'imposer. Vraiment magnifique de la part de Sergio Pérez, c'est l'homme qu'on attendait finalement chez Red Bull. Quand Verstappen ne peut pas gagner, il faut que ce soit lui, et ce n'était pas arrivé depuis 3 ans, hein, et la dernière victoire de Daniel Ricciardo au Grand Prix en 2018, au Grand Prix de Monaco, c'était pas arrivé depuis 3 ans qu'un coéquipier de Verstappen s'était imposé. Boum! Là, ça a mis tout le monde d'accord. Deuxième réaction, on va parler des crevaisons à plus de 300 km/h ce dimanche à Bakou. C'était assez impressionnant. Alors, faut savoir, hein, on prend quasiment 345 km/h au DRS en qualif. Et en course, on est plutôt aux alentours de 320-330 km/h avec DRS. Un petit peu en fin de course aussi. C'est assez rapide, mais c'est finalement plutôt une normalité pour la F1. J'ai presque envie de vous dire... Heureusement qu'on était en ligne droite dans un circuit en ville parce que perdre la voiture d'un coup sec comme ça à 315 km/h et se taper de l'herbe ou du gravier, là on part dire bonjour à Thomas Pesquet sur la station internationale. Même si on est à très haute vitesse, en fait les chocs restent entre guillemets corrects car à chaque fois les voitures étaient proches du mur et on rebondit et glissait derrière. Elles se sont pas arrêtées net. Moins pour Verstappen hein, qui partait entre guillemets d'un peu plus loin. Mais bon clairement c'est sûr que ça fait pas plaisir et que ça secoue. Ce qui aurait pu être effectivement très dangereux, c'est qu'une des voitures se retrouve au milieu avec d'autres voitures qui arrivaient derrière. Là, si on avait un carton, ça pouvait faire assez mal. C'est aussi pour ça qu'on a vu Stroll rester dans la voiture. Son ingénieur lui a dit de rester dans la voiture pour attendre que ce soit suffisamment safe pour pouvoir sortir.
Autre aspect dangereux, eh bien, c'est ce mur qui sépare la ligne des stands de la piste. Si Verstappen perd la voiture dans l'autre sens, il se fait arrêter net pour le coup par un mur et ce n'est pas la même histoire clairement. La safety car sur l'accident de Max Verstappen eh bien, sort au bout d'un tour complet. On a sorti la safety car au bout d'un tour complet. C'est vraiment super tard. J'avoue, je comprends pas bien. Charles Leclerc est parti voir la direction de course pour aller chercher des explications parce que lui non plus comprend pas bien. Et puis pour avoir regardé un petit peu les on-board, j'avoue que je n'ai pas bien vu la signalétique des drapeaux jaunes, que ce soit les panneaux ou les commissaires de piste. Ça arrivait très vite. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à revoir ou en tout cas quelque chose à apprendre de cette situation. Pour le côté sportif, c'est la course, malheureusement, pour Max Verstappen. La piste du débris, c'est celle qui est privilégiée, clairement, pour plusieurs raisons. Stroll s'est planté avant et en a foutu partout, donc il peut rester des débris. Le pneu arrière gauche, c'est celui qui est le moins sollicité en plus sur ce circuit. Il y a un seul virage qui est vraiment vénère avec ce pneu arrière gauche, c'est le virage 19. Le reste, c'est que des virages à gauche, donc voilà. D'un point de vue usure, ça allait plutôt bien. Tous les autres pilotes, ça allait aussi plutôt bien. Pas d'alarme de ce côté-là. En revanche, sur la voiture de Lewis Hamilton, eh bien, on a retrouvé des entailles assez profondes, ce qui permettrait justement d'expliquer que oui, la piste devait encore avoir quelques petits débris suffisants pour faire crever le pneu. Voilà, c'est sur Verstappen que ça tombe, malheureusement. A priori, pour le moment, en tout cas, Pirelli n'y est pas pour grand-chose. C'est compliqué de voir un défaut structurel, a priori, il n'y en a pas. C'est sur Stroll que c'est plus embêtant, ouais, car là, pour le coup, il n'y avait pas eu de débris avant, pendant la première partie de la course, donc va falloir mener l'enquête. On devrait avoir une réponse aux alentours du Grand Prix de France, justement, de la part de Pirelli par rapport à ça. Ça peut être plein de choses, en fait. Ça peut être les vibreurs qui peuvent tailler un petit peu les pneus, ça peut être une petite touchette avec le mur, ça peut être vraiment plein de choses. En tout cas, quoi qu'il arrive, en F1, avec ces vitesses-là, comme le dit très bien Franck Montagny, c'est inacceptable d'avoir des pneus qui cassent à ces vitesses-là. C'est juste pas possible. Les pneus ont été modifiés d'ailleurs l'année dernière par rapport à un même problème, on va dire, par rapport à Silverstone en 2020. On verra ce que ça donne, les conclusions de cette histoire, mais au final, peut-être que c'est juste finalement, entre guillemets, un concours de circonstances un peu malheureux qui a de grosses conséquences sportives seulement, heureusement, pour ces crevaisons qui ont été assez impressionnantes quand même. Troisième réaction, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un combat où, stratégiquement parlant, Lewis Hamilton et Mercedes étaient en désavantage total. Et oui, cette fois-ci, eh bien, c'était les Red Bull, les deux Red Bull contre Hamilton, et ça n'a pas été facile du tout, parce qu'en plus, les Red Bull étaient incontestablement les meilleures voitures du week-end. Ce qui était vraiment cool, c'est que les deux voitures avaient des avantages et des inconvénients différents. La Red Bull tuait absolument tout le monde dans le secteur 2 avec les virages, etc. Et la Mercedes était la fusée du secteur 3 en ligne droite. Donc finalement, entre guillemets, les pilotes devaient faire un petit peu la part des choses, essayer d'aligner vraiment tous les secteurs, et avaient des difficultés à aligner certains secteurs. Pour Hamilton, c'était le secteur 2. Pour Perez, c'était bien sortir du dernier virage pour être tranquille sur la ligne droite. Donc vraiment, moi j'ai trouvé ça assez passionnant à suivre. Je pense qu'on peut encore s'améliorer au niveau de la réalisation pour que ce soit encore plus passionnant, mais j'adore voir deux voitures avec des philosophies différentes pouvoir se batailler, ça tient en haleine tout le monde. Bref, Hamilton et Mercedes étaient en galère totale pendant tout le week-end. Alors bon, il faudra quand même qu'on m'explique comment ils arrivent le vendredi à être absolument nulle part et à quasiment gagner une seconde pleine presque le samedi pour la qualification. Alors je veux bien que ce soit Mercedes, je veux bien que ce soit Hamilton, etc. Il n'y a pas de souci. Je trouve que ça fait un peu beaucoup. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais parfois il suffit de pas grand chose pour trouver la solution tout simplement. Ce serait sympa quand même de donner quelques tuyaux à Valtteri Bottas, parce que je crois qu'il l'a oublié sur le bord de la route, le pauvre. J'avais zappé qu'il était encore là. Voilà, il était quand même en course, mais il a fait une course totalement anonyme. L'erreur d'Hamilton au deuxième départ, faut qu'on en parle aussi. Ça lui coûte extrêmement cher, très cher. La Mercedes a un mode qui s'appelle le Brake Magic, qui permet en fait de faire chauffer les freins en changeant la balance de frein vers l'avant et sans utiliser le frein de l'ERS. Donc pendant une safety car ou une virtual safety car, on enclenche ce mode-là. Pour le restart, évidemment, il faut donc le désactiver, ce Brake Magic, en plus de passer entre guillemets certains modes moteur et ERS. Hamilton l'a bien désactivé, ce Brake Magic, seulement au moment où il relâche la palette d'embrayage et qu'il descend sa main pour la remettre correctement sur le volant, il le réenclenche et du coup il tire tout droit tout simplement au premier virage. Alors si on admire profondément Lewis Hamilton pour tout ce qu'il accomplit dans le sport, le voir entre guillemets échouer et faire des erreurs, ça a un côté un petit peu rassurant, ça le rapproche un petit peu de nous, je trouve, pour notre plus grand bien, j'allais dire.
il n'est pas infaillible, c'est bien un être humain qui est comme nous, qui fait des erreurs, et je dirais même, au-delà du sportif, le voir faire des erreurs, c'est presque rassurant. Alors en plus de cela, ça maintient le suspense au championnat, ça fait monter 3 gaillards qu'on adore sur le podium, et ça nous montrera ce que l'on n'a pas vu depuis longtemps, un comeback de Lewis Hamilton, parce que oui, quand on est au top, on ne peut pas revenir. Quatrième réaction, on va parler de Yuki Tsunoda qui continue d'employer des grossièretés à la radio. Alors bon, moi personnellement, j'ai rien contre les gros mots. À vrai dire, j'en utilise beaucoup au quotidien. Je dirais même que pour mes potes, c'est presque une marque d'affection, n'est-ce pas mon petit Rico? Mais là, le problème, ce n'est pas les gros mots ou le ton. En fait, finalement, c'est l'énervement généré par la frustration de ne pas réussir ce qu'il veut faire pour performer. En F1, on l'a vu notamment à Monaco avec Mazepin, vous avez beaucoup de manipulations à faire sur votre volant. Vous allez en plus de ça vite, et en particulier à Monaco, entre les rails, donc ça rajoute une difficulté supplémentaire. Vous avez aussi beaucoup d'infos qui vous arrivent dans les oreilles, donc il faut traiter ces informations-là, il faut vraiment faire beaucoup de choses à la fois. Et en même temps, il faut extraire toute la performance que vous avez de votre voiture qui, dans 90% des cas pour les pilotes, est toujours un peu compliqué parce que ce n'est pas une Mercedes qui est collée au bitume. Bon, même si cette année, les Mercedes, c'est peut-être pas le bon exemple. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, moi, je prends mon exemple, j'arrive même pas à lire un dash, vous savez, un petit boîtier sur les kartings là, de compétition en ligne droite. J'arrive même pas à le faire ça, donc autant vous dire qu'en F1, je veux même pas savoir comment ils font. Bref. Mais c'est aussi ça un petit peu le métier de pilote de Formule 1, il demande un très grand calme que moi en tout cas je pensais qu'il était entre guillemets un peu facile jusqu'à ce qu'on ait Tsunoda et Mazepin et qu'on se rende enfin vraiment compte que ouais bah les pilotes sont déjà assez déjantés mais en plus ils sont vraiment super calmes. Bon alors pour la petite histoire, Tsunoda a déménagé en Italie à côté de l'usine Faenza où est AlphaTauri évidemment pour se faire coacher, surtout se faire canaliser on va dire. Ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Justement, j'ai un petit peu de compassion vis-à-vis de ce pilote parce que apprendre à gérer ses émotions, à trouver de la sérénitude, comme on dit, ça va lui demander un effort qui est assez conséquent de travailler sur lui-même et c'est loin d'être facile. Bon, voilà. Après, au bout d'un moment, faut faire ce travail parce que sinon, ça va poser un problème de performance pour l'équipe. Et alors là, c'est beaucoup plus, j'allais dire, grave entre guillemets. Pourtant, il nous a fait un beau week-end, le Yuki Tsunoda, dans l'ensemble, puisque il marque des points, il fait une Q3, mais bon, il plante quand même la voiture dans le mur. Pour le coup, c'est un peu rock'n'roll cette entrée en matière pour Yuki Tsunoda en Formule 1. On va voir comment ça se passe pour la suite. Cinquième réaction, forcément, je suis obligé de vous en parler, c'est la très belle performance de Fernando Alonso qui prend la 6e position avec son Alpine sur notamment cet extérieur absolument somptueux sur Yuki Tsunoda. Sur cette manœuvre, j'ai vraiment retrouvé le Alonso qu'on connaît. Bon alors, il était déjà là, hein, mais vraiment sur cette manœuvre, waouh! Ça a été vraiment beau. On sent quand même que pour Alpine, c'est une saison compliquée. En plus, abandon d'Esteban Ocon en début de course sur un problème de turbo, je crois. La voiture était bien à Portimao, mais depuis, ça a été vraiment compliqué de transformer l'essai à chaque fois. Quand c'est pas Ocon, c'est Alonso qui arrive à sauver les meubles. Bref, c'est pas de tout repos. Avec les podiums de Gasly et de Vettel, et au constructeur, ça chamboule quand même pas mal de choses. Alpine se fait décrocher d'Aston Martin et d'AlphaTauri. Alonso a dit que sa saison commencera vraiment au Grand Prix de France, et c'est ce qu'on ira voir. Derrière, ou plutôt devant, on va dire, toujours la lutte entre Ferrari et McLaren. Ça se jouait sur la piste, un peu plus compliqué aussi pour McLaren ce week-end. Mais on va quand même souligner le premier point d'un certain Kimi Raikkonen pour cette année. Oui, le champion du monde 2007 a marqué son premier point. Enfin, il était temps. Petit bonus pour vous donner des nouvelles de Théo Pourchaire. Et oui, Théo Pourchaire qui s'est fait prendre en sandwich avec un 3 de front. A priori, on part sur un poignet dans le plâtre. Rien de cassé, mais une bonne fêlure après des examens approfondis. Prochain meeting dans 1 mois et demi à Silverstone. Je suppose que ça devrait aller et qu'on devrait le voir sur la grille de départ. On verra évidemment, on suivra l'état de santé du pilote français. Sur l'action en elle-même, Tictoum est assez en faute. Hein, pour le coup, son move est optimiste. Il est à l'intérieur, complètement à l'intérieur, pas assez à hauteur de Pourchaire et d'Armstrong. Il envoie les deux au tas, puis il prend la tangente. C'est agressif, mais c'est une erreur de sa part. Armstrong ne sait pas forcément qu'il est là. Au final, c'est Tictoum qui a le plus d'infos sur la situation et qui est en capacité de ne pas faire n'importe quoi ou de ne pas déclencher n'importe quoi. Bon, c'est la course, de là à lui mettre une pénalité.
oui, probablement mérité. Donc voilà, on verra ce que ça donne la Formule 2 pour la suite et on espère que ça ira bien pour Théo Pourchaire. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour le Fast 5 du Grand Prix de France avec une surprise, je l'espère évidemment. Portez-vous bien, ciao ciao.